Bienvenue au studio d'enregistrement Frandroid. Merci. Et bienvenue à la DroidCon Paris. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors en quelques mots, je m'appelle Alain Régnier, je suis ingénieur de formation, mais j'ai vécu 10 ans dans la Silicon Valley et je suis rentré en France il y a maintenant 5 ans et je fais beaucoup de choses, mais notamment du consulting autour des technologies Google et je suis un des organisateurs du GDG Paris. Ce matin, tu as parlé de jolies lunettes que tu as d'ailleurs en ce moment sur le nez. Est-ce que Oui, tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Donc effectivement, ce sont les Google Glass que j'ai présentés ce matin. J'ai la chance de faire partie du programme Glass Explorer qui a démarré l'année dernière à Google I/O et donc d'avoir accès aux prototypes développeurs mais également aux API et à pouvoir programmer pour les glaces. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience en tant que porteur des lunettes? Est-ce qu'au niveau de l'autonomie, du confort, de la qualité d'image, comment tu le ressens? D'accord. Alors, au niveau poids, configuration, etc., c'est super. C'est-à-dire que c'est léger. Une fois bien positionné, on n'a pas de problème particulier pour voir, sauf quand il y a une grande lumière, bien évidemment. Les photos, ça marche très bien. 5 mégapixels, c'est pas énorme à l'époque actuelle, mais les photos sont pas trop mal pour le moment. En plus, la synchronisation avec Google Plus se fait automatiquement et de manière très simple. Donc, non, j'ai pas de soucis particuliers. Et je trouve les lunettes très confortables. Et même si je bouge la tête, si je fais vraiment, elles tiennent. Donc, il n'y a pas de, y a Et pas tu de tiens problème. combien de temps avec? Alors oui, au niveau autonomie, par contre, ça c'est un problème. Faut garder à l'esprit que c'est un prototype pour les développeurs. On nous annonce une journée d'autonomie. Dans les faits, comme on a tendance à s'en servir un petit peu, ça ne tient pas une journée. Ce qui est dommage. Mais encore une fois, comme c'est un prototype développeur et que c'est plus fait pour utiliser, connecté à son ordinateur pendant des phases de développement, ça ne pose pas de problème. Maintenant, au niveau d'utilisation, ce qu'on est obligé de faire en général, c'est d'acheter une petite batterie externe avec un câble micro USB et se balader avec avoir le câble qui descend ici, qui va dans la poche. C'est très élégant, ouais. Exactement. Et au niveau de la commande vocale, est-ce que ça fonctionne vraiment bien quand tu es dans un environnement bruyant avec du monde autour? Ou est-ce qu'il y a des petits ratés Alors, à ce niveau? de manière générale, j'ai pas eu de problème particulier sur les commandes vocales dans un niveau de bruit, je dirais normal, avec des gens qui parlent pas très loin. Je pense qu'on est suffisamment proche des lunettes pour que ça fonctionne. Maintenant, quand il y a vraiment beaucoup de bruit, tout près, là ça devient difficile et des fois ça passe pas. Mais le vrai problème pour moi à l'heure actuelle, je suis français même si j'ai vécu longtemps aux États-Unis, c'est les problèmes d'accent. Je pense pas avoir un accent si mauvais que ça, mais il y a des fois les lunettes ne comprennent pas ce que je dis et c'est un peu frustrant. C'est vexant. C'est un peu vexant, mais encore une fois, c'est un prototype pour les développeurs et en théorie pour les développeurs sur le sol américain. Vas-y. À titre personnel, tu les utilises pourquoi? Alors, c'est une bonne question. En fait, aux États-Unis, quand j'étais aux États-Unis pour Google I/O, je m'en suis beaucoup servi pour des choses comme prendre des photos à droite à gauche d'endroits où j'avais été, de prendre des souvenirs, prendre des monuments. Je m'en suis servi aussi pour tout ce qui était navigation GPS, parce que c'est quand même vachement plus pratique que d'utiliser son téléphone. En gros, on parle à ses glaces, on leur demande indique-moi comment aller à tel endroit. Et non seulement la carte apparaît, mais on a la petite voix qui nous dit à 200 mètres, tournez à droite, à 500 mètres, tournez à gauche. Et puis, cerise sur le gâteau, si le trafic évolue, notamment les bouchons, et qu'on est connecté en 3G ou un hotspot Wi-Fi à ce moment-là, on a une notification, la carte évolue, on voit les petits points de couleur qui disent qu'on va être ralenti. Donc ça m'a beaucoup plu. Bon, c'est pas forcément tous les jours qu'on utilise ce genre de choses, mais moi ça m'a bien plu. Sinon, de temps en temps, je m'en servais pour lire certaines dépêches du New York Times, sachant que je ne lis pas le New York Times d'habitude, mais que là c'est sympa d'avoir les nouveautés, les news quand quelque chose vient de se passer. Et notamment il y avait les finales de NBA, et donc c'est intéressant. En France, je m'en sers moins pour le moment en tant qu'utilisateur.
pour diverses raisons. D'abord parce que dans les rues de Paris et dans le métro, on n'a pas forcément confiance non plus à l'heure actuelle. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On se rappelle d'ailleurs de l'affaire de cet homme qui s'était fait agresser par des employés du McDonald's parce qu'il avait justement un mécanisme, un système de lunettes de correction assez évolué, et ça avait fait grand bruit, parce que c'était le début des Google Glasses d'ailleurs à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Donc maintenant je me suis baladé sur les Champs-Élysées avec. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut clipper des verres transparents, blancs ou teintés contre le soleil, et qu'une fois qu'on a clippé les verres, c'est encore plus discret. Et moi j'ai la chance d'avoir des cheveux un peu longs sur les côtés, ça cache un peu la partie plastique, ce qui rend les glaces encore plus discrètes. Effectivement, j'ai vu des gens avec le crâne rasé, ça fait pas le même effet et ça se voit tout de suite. C'est un produit pour les développeurs pour le moment. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des API? Bien sûr. Aujourd'hui, Mirror API, c'est du REST. Ce matin, tu parlais des limitations que ça introduisait. Est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots? Oui, alors aujourd'hui, la seule méthode officielle pour programmer les glaces, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la Mirror API, qui est effectivement un échange de messages, en échange de JSON avec du REST, via un serveur intermédiaire, qui est le serveur de Google, qui va ensuite synchroniser les résultats avec les glaces. Ça fait un peu compliqué comme mécanisme, c'est assez limité dans ce qu'on peut faire, mais ça a la particularité, de ne pas avoir à exécuter de code sur les lunettes, ce qui peut être en fait assez compliqué, notamment avec les outils Android d'aujourd'hui. On aurait tendance à vouloir faire une application Android comme on fait sur un mobile, ça ne marcherait pas, ça se passerait mal, on n'a pas de clavier, l'écran est plus petit, et bon, il y aurait plein de limitations. Donc cette Mirror API, finalement, quand on en a entendu parler pour la première fois, la réaction a été de dire c'est tellement limité que c'est pas très intéressant. Et en fait, en se penchant un peu plus dessus, on arrive à faire des choses sympas. Donc j'ai fait une démo ce matin où je prends une photo, je la partage avec le contact de mon application, je l'envoie côté serveur, je modifie la photo en écrivant un overlay de texte, soi-disant une personne que j'ai détectée dans l'assemblée, et je renvoie la photo dans les glaces, qui est un mécanisme assez intéressant et qui marche bien. Maintenant, effectivement, les développeurs aimeraient pouvoir exécuter du code directement sur les glaces, avoir accès direct au capteur, parce que c'est ça aussi, on n'a pas accès au capteur. Est-ce que ça c'est envisageable dans l'avenir? D'après ce qui nous a été dit donc à Google I.O. cette année, Google est en train de préparer ce qu'ils appellent le GDK, le Glass Development Kit, qui devrait permettre de faire des choses supplémentaires sans passer par la Mirror API. Maintenant, on n'a aucun détail concret dessus. On ne sait pas quelle forme ça va avoir. On ne sait pas du tout. Donc, on peut simplement supposer à l'heure actuelle. Mais l'une des choses que fait Google, à l'heure actuelle, c'est de recevoir des demandes de la part de ces développeurs, de choses qu'on voudrait faire, qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Et on espère, Google va en tenir compte dans le JDK notamment. Mais on n'a aucun détail concret. Et le dernier aspect quand même important, c'est qu'on peut hacker les glaces. Donc on peut déployer un APK sur les glaces. N'ayant pas de clavier, ayant un petit écran et un certain nombre de limitations, ce n'est pas forcément très utile, mais c'est faisable et Google nous a montré comment faire. Ouais, ce qui est assez intéressant. On est complètement dans le monde du hackable device, quoi. Exactement. Et c'est tant mieux. On me souffle derrière la caméra que les gens veulent une démo, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on peut mettre en place une démo. Par contre, on peut leur montrer comment c'est articulé, quels sont les éléments, là, s'approcher un petit peu, pour que les gens puissent voir de près à quoi ça ressemble. On peut s'approcher un petit peu, je ne sais pas jusqu'où il faut que je m'approche. Donc voilà les lunettes, encore plus près. Voilà les lunettes telles qu'elles... Alors, si on peut détailler les éléments, où ils se situent, la batterie par exemple, le micro. Alors, en fait, la partie importante de l'électronique se situe dans les morceaux de plastique noir. On a un projecteur à ce niveau-là et un prisme que l'on peut bouger et déplacer. Et en fait, le projecteur envoie l'image dans le prisme. Ce qui fait que quand on regarde à travers le prisme, on voit la réalité derrière et on voit l'overlay au niveau du prisme qui vient se superposer. Alors contrairement aux appareils de réalité augmentée
Standard, on va plus dire. standard, voilà, ça ne couvre qu'un petit morceau qu'en général on garde au-dessus du champ de vision. Et c'est important parce que ça veut dire que c'est aussi très confortable. On voit normalement. Parce qu'on parle beaucoup de problèmes de sécurité, notamment quand il s'agit de conduire avec les lunettes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors moi j'ai conduit avec et j'en suis très content. Donc je pense que la confusion vient du fait que certaines personnes mettent le prisme devant leurs yeux, ce qui cache un petit peu quand même la vue, notamment à cause de la partie plastique. Mais si on met bien le prisme un peu au-dessus, ça veut dire qu'on peut conduire en voyant normalement et de temps en temps jeter un petit regard, un petit coup d'œil vers le haut pour voir la carte, pour voir où on en est, pour voir la dernière notification qu'on a reçue. Et donc pour moi il n'y a aucun danger. Pas de problème de distraction par exemple? Non, parce que les seules distractions qu'on peut avoir, c'est une petite musique toute douce pour nous dire on a reçu quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir utiliser ou voir certains éléments de la timeline, il faut activer les lunettes. Et pour activer les lunettes, il faut taper sur le côté, donc là vous devez pouvoir voir une image apparaître, ou alors il faut configurer le mouvement de tête vers l'arrière, qui peut être très faible. Moi j'aime bien le faire ample, mais on peut le faire très faible pour activer. C'est à ce moment-là qu'on peut effectivement être recevoir des images, très pratique interagir. dans toutes les circonstances, j'imagine. Non, mais on peut régler un angle très faible, ce qui fait que ça pose pas de problème. Et donc le reste du temps, on reçoit une petite notification, une petite musique toute douce pour nous dire il y a quelque chose de nouveau. Mais on n'est pas obligé d'y aller, on n'est pas obligé de tourner, on n'est pas obligé de jouer avec. Si je te dis capteur secret, qu'est-ce que tu Ah, capteur secret. Alors ça, c'est le centre de toutes les interrogations à l'heure actuelle. Les Google Glass ont donc un certain nombre de capteurs officiels, accéléromètre, gyroscope, etc. Mais également ce qu'on appelle le capteur secret qui se trouve à l'intérieur des lunettes, qui fait face à l'œil et sur lequel on n'a absolument aucun détail à l'heure actuelle. Alors, les suppositions les plus poussées consistent à dire que c'est une espèce de mini caméra qui est pointée vers l'œil et qui va pouvoir analyser les mouvements de l'œil de manière à pouvoir contrôler simplement en regardant vers la gauche ou vers la droite ou vers le haut ou vers le bas. On n'en sait absolument rien, c'est des suppositions pour le moment, mais ça intrigue beaucoup de gens et effectivement le fait de pouvoir contrôler sans toucher, rien qu'avec le mouvement de l'œil, ça peut être intéressant. Mais qu'est-ce qu'on peut répondre alors aux gens qui ont un peu peur de voir leur vie privée pénétrée par ces lunettes? Alors, il y a beaucoup de légendes au niveau du problème de la vie privée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on prend une photo, je vais en prendre une, de manière simple et rapide, normalement, vous avez dû voir une lumière s'allumer. Et dans l'état actuel, on ne peut pas prendre de photo sans que cette lumière s'allume. Ce qui veut dire que vous savez qu'on vous a pris en photo. Alors après, on peut considérer que certains hackers très malins vont réussir à désactiver la lumière et permettront de prendre des photos sans que ça se voit. Dans la majorité des cas, ce sera quand même assez difficile. Donc de ce point de vue-là, je n'ai pas de problème. Maintenant, je peux comprendre que dans certains environnements, on n'ait pas envie d'être pris en photo par n'importe qui. Je pense que déjà aujourd'hui, on peut prendre des photos avec son téléphone quand on est assis à un bar ou dans un restaurant de manière très discrète, sans être vu, sans que les gens autour ne puissent voir quoi que ce soit. De toute façon, des lunettes appareil photo, il y en a sur dealextreme.com à $10. Des gadgets comme ça, oui, effectivement, il en existe. Des stylos, exactement. Pour espionner, si on peut dire. Exactement. Donc oui, c'est un problème. Oui, il va falloir y réfléchir, voir s'il faut vraiment créer des lois particulières dans certains cas ou pas. Mais dans la réalité, ça change pas beaucoup de ce qui est fait aujourd'hui. Et encore une fois, on a une notification visuelle au moment d'une prise de photo ou d'une prise de vidéo. La communauté de développeurs autour de Google Glass, elle est forcément US. Est-ce qu'il y a des meet-ups, il se passe des choses, les gens se rencontrent ou forcément elle est limitée par le nombre d'exemplaires des Google Glasses? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les exemplaires aujourd'hui, à ma connaissance, il y a les 2000 Glass Explorer qui se sont inscrits à Google I.O. l'année dernière. Ouais. Et il y a les à peu près 8000 sélectionnés dans le programme If I Had Glass. Alors pour mémoire, le programme If I Had Glass, c'est un programme qui a eu lieu, je crois, en janvier-février, où on pouvait faire un tweet en expliquant, ou sur Google Plus d'ailleurs, en expliquant ce qu'on ferait si on avait des glaces, en rajoutant ce hashtag.
et un certain nombre de personnes ont été sélectionnées en fonction de ça. Donc il y a à peu près 8000 personnes, ce qui fait un total de 10 000. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 2000 Glass Explorer du début, donc les développeurs, on va dire prioritaires, au début de Google I.O., il y en avait à peu près 500 qui avaient eu leur Glass. D'accord. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir mon invitation juste avant Google I.O., c'est très bien tombé, donc j'ai pu aller à Mountain View sur le campus, à l'événement de remise où ils nous expliquent comment régler les glaces et accéder aux API tout de suite. Mais il y avait des Glass Explorer qui n'avaient pas encore leur glace pendant I.O. Donc petit à petit, il y a eu une communauté qui s'est créée autour de San Francisco et de la vallée. Je sais qu'il y a un meet-up là-bas qui a déjà eu plusieurs réunions pour en discuter. Principalement aujourd'hui, tout se passe sur, je crois que c'est glassexplorer.com, qui est un gros forum pour les développeurs, mais également pour les utilisateurs qui ont participé au programme IFAIA de Glass. Et je pense que ça va partir de là. Alors, le GDG Paris a fait une réunion sur les glaces il y a quelques semaines déjà. Je crois qu'il y a un meet-up un peu particulier aussi sur les glaces qui s'est lancé sur Paris, de gens un peu passionnés, même sans glace. Je pense que ça va évoluer assez rapidement dès que le programme va s'ouvrir, et espérons que ça s'ouvre rapidement. Mais l'objectif de Google, c'est vraiment de trouver des développeurs motivés et de trouver des idées et de voir petit à petit les changements que les Google Glass vont apporter, parce qu'il n'y a aucun doute que ça va apporter de gros changements. C'est un nouveau paradigme. C'est un nouveau paradigme, et puis c'est une nouvelle manière je dirais de voir les choses et d'interagir. Et le prototype développeur tel qu'on l'a aujourd'hui, qui est quand même assez sympathique, n'est pas forcément la version qui va être livrée au public. Évidemment. Et il est possible que ça soit très différent. On n'en sait rien pour le moment. Attends alors. On attend patiemment. Mais en attendant, on commence à développer, on commence à avoir des idées, à proposer des idées. Google a même lancé avec plusieurs fonds de capital risque aux États-Unis un fonds spécial pour les startups autour de l'écosystème Google Glass. Donc si vous avez des idées, c'est le moment. C'est le moment, exactement. Tu as eu quoi comme question lorsque tu as présenté les Google Glass ce matin? Alors ce matin, qu'est-ce que j'ai eu comme question? On n'a pas eu le temps de prendre beaucoup de questions malheureusement. J'en ai eu 2 ou 3. Je ne m'en souviens plus. C'est pas grave. Je suis désolé, je ne m'en souviens plus. Non, je ne m'en souviens pas. Tant pis. On les a peut-être déjà posés alors. Peut-être, ouais. Non, mais oui, c'est possible d'ailleurs. C'est possible. D'une façon générale, les gens, j'imagine qu'ils sont forcément très curieux et qui te posent pas mal de questions. Est-ce que c'est plus des questions d'utilisateurs, ou est-ce que c'est plus des questions des possibilités de dev? Non, pour le moment, c'est surtout des questions utilisateurs. En fait, je dirais que les devs viennent me voir après pour me poser des questions justement sur les API ou sur les limitations, parce qu'il y a effectivement une limitation à 1000 appels par jour qui peut être embêtante. Alors, il y a une astuce pour contourner le problème déjà. Mais les questions qu'on me pose de manière globale pendant les sessions, c'est plutôt des questions utilisateurs. Mais les devs viennent... on sent qu'il y a une curiosité, mais en même temps un petit côté secret. Ils ont un peu leur idée, ils disent que ce serait bien peut-être de faire ça, mais ils ne veulent pas non plus que ce soit posé devant tout le monde. D'accord. Ce qui est compréhensible aussi. Évidemment. Qu'est-ce qu'on va retirer alors de cette DroidCon? On a presque fini là ces 2 jours. Pas de photos. Trop tard. On est déjà filmé. Effectivement, je l'ai bien vu. Bon. Tu peux confirmer. Qu'est-ce que tu vas retirer de ces 2 jours de DroidCon qui s'achèvent pratiquement? D'abord, un grand chapeau à l'équipe du Paris Android User Group et à ses partenaires, parce que je pense que c'est une belle réussite. Rien qu'à voir le nombre de personnes qui sont venues, en espérant que ce soit le début d'une grande lignée d'événements et de DroidCon. Je pense que les sujets étaient très intéressants. Il y avait des sujets un peu pour tout le monde, d'après ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu. Des sujets assez simples et basiques et d'autres plus compliqués. J'ai bien aimé la partie anatomie d'Android là. Ouais. C'est assez intéressant. Mais voilà, donc globalement une belle réussite. Est-ce que tu trouves que du coup la communauté des développeurs Android elle est en bonne santé en France? Je crois qu'elle a toujours été en très bonne santé en France. Je ne vais
pas de souci de ce côté-là. Après, pour avoir vécu beaucoup aux États-Unis, l'un des problèmes, à mon avis, de cette communauté de développeurs Android en France, c'est de travailler plus sur les aspects techno et sur les aspects applicatifs sans réfléchir à comment ils vont faire de l'argent avec. Et même si ce n'est pas une priorité absolue, quand on crée sa boîte, et je travaille beaucoup avec des startups, c'est important de savoir, de réfléchir qu'est-ce qu'on va vendre, comment on va le vendre et qu'est-ce qui intéresse vraiment l'utilisateur. Donc ça pourrait d'ailleurs être intéressant d'avoir quelques aspects un peu plus marketing ou un peu plus retour d'utilisation aux prochaines séance, trouver conférences. son modèle d'affaires. Exactement. Voilà. Ça aurait sa place dans un événement développeur. Exactement, et qui pourrait aider les développeurs à mieux cerner les aspects business autour de l'écosystème Android. Mais en tout cas, au niveau dev, il n'y a pas de problème, il y a ce qu'il faut. Bon, mais écoute, Alain, en général, je donne le mot de la fin à notre invité. Donc, du coup, si tu as quelque chose à partager avec nous, c'est le moment. Écoutez, c'était un plaisir de revoir certaines têtes que j'ai pas vues depuis quelques années. Et puis de pouvoir participer, d'apporter ma petite pierre à l'édifice de cette DroidCon et de faire partager mon goût et ma passion pour les Google Glass, c'est ce qu'on peut faire, sachant que j'ai aussi eu de bons contacts avec des gens qui ont des idées, qui voudraient en discuter avec moi, qui voudraient voir. Donc ça, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Ok, écoute, merci Alain. Merci bien.